ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane, sur RLP. Bonjour et bienvenue dans un coin culture particulier, aujourd'hui dédié à la technologie et au hacking. Nous allons parler des hackers. Non, sérieux, reviens, c'est pas grave. On va expliquer un petit peu, faire un peu de pédagogie, on va dire ce qu'est le hacking, on va parler technologie. Oui, je sais, c'est normal, c'est avec Fred Tepp, c'est du local, il est de Dordogne, et l'occasion me paraissait trop belle de vous expliquer ce qu'est ce nouveau métier, qu'est-ce que hacker éthique avec la certification et l'environnement technologique. Eh ben c'est parti, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Aujourd'hui avec Fred Tepp, nous allons parler hacking. Fred, Aqua fraîche, il y a un petit jeu de mots à faire là. Bon, tu vas bien? Oui, ça va, très bien. Bon, dis-moi, qu'est-ce que c'est que le hacking, la définition, etc. Parce que les gens s'imaginent plein de choses dans leur tête, là, ils parlent, on pense à plein de trucs quand on parle de hacking, mais il y a l'imaginaire, puis il y a la réalité. Qu'est-ce que c'est que le hacking? Alors, le hacking, le terme est très très large en fait. Ça s'applique pas forcément qu'aux ordinateurs. Un bricoleur du dimanche qui va monter sa machine à laver sur son vélo, par exemple, pour la faire fonctionner, ça va être un hacker. Moi, plus spécifiquement, je m'intéresse à tout ce qui est hacking informatique. Mais voilà, le hacking, c'est pas que de l'informatique. Le hacking, je crois, si j'ai bien compris, c'est le concept de comprendre, analyser, arranger à sa manière, profiter, optimiser, bidouiller en fait. Ouais, c'est ça, bidouilleur, c'est exactement le bon mot. Parce que pour moi, l'essence du hacking, elle est dans le gamin qui va démonter son jouet pour comprendre comment il fonctionne. Et après, peu importe ce que tu fais avec ton jouet, des fois tu n'arrives pas à le remonter, mais des fois tu peux en faire autre chose. Alors dans notre métier, en fait, il y a une tradition du hacking. Il y a des noms célèbres qui sont connotés par rapport au hacking. Alors, je pense que le plus célèbre, ça doit être Kevin Mitnick, parce qu'il a été poursuivi par la CIA pendant 5 ans avant de se faire arrêter. Mais oui, c'est le hacker, le pirate repenti qui maintenant il offre ses services aux différents gouvernements. Ça, c'est un excellent exemple parce que c'est la personne qui m'a influencé, moi, quand j'étais en fac de maths. Parce qu'à l'époque, on avait très peu d'informations qui arrivaient. On avait quelques magazines, papier. Il n'y avait pas forcément encore Internet. On récupérait des DAT du Brésil chez Razor ou d'autres trucs pour se faire passer entre nous les logiciels. On s'appelait en pleine nuit pour savoir qui c'est qui avait réussi à déblinder le dernier 3DS Max, tout ça, parce qu'on, tu vois, c'était l'époque des graveurs de CD-ROM, tout ça. Et puis on écrivait libérez Kevin. Et puis après, Kevin Mitnick, donc il y a eu des films, a sorti un livre qui s'appelait L'art de l'invisibilité. Tout à fait. Et il a expliqué sa vie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était magouilleur. C'était quelqu'un qui avait réussi à comprendre comment marchait le système des tickets de bus en Californie. Et puis qui avait tout simplement truandé les tickets de bus pour pouvoir prendre le bus gratuitement. C'est quelqu'un qui en fait trouvait des failles et puis qui n'était pas forcément super honnête non plus. Donc il y a la légende du hacking, et puis il y a la réalité aussi. Mais dans ton cas, à toi, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est devenu un métier. Ouais, alors moi je suis mandaté par les entreprises pour essayer de rentrer dans leur système, alors que ce soit un site internet ou un environnement réseau avec un Active Directory par exemple. Donc l'idée c'est que j'essaie de rentrer dedans pour ensuite pouvoir faire un rapport et expliquer aux gens par où je suis rentré pour que les personnes chargées de la maintenance du parc informatique soient capables de le sécuriser. Voilà, c'est la grande différence. T'es pas en train d'essayer de détourner les pensions de retraite des vieilles dames, t'es en train de regarder si les sociétés fonctionnent correctement et si jamais il y a des vulnérabilités pour justement les protéger des personnes mal intentionnées. Ouais, tout à fait, c'est ça. D'où la définition de hacker éthique.
Tout à fait. D'accord. Non, parce qu'on avait eu Jean-Yves Cheveux il y a ici quelques semaines, quelques mois. Il faisait partie du réseau RCM. Je sais pas si tu connais le réseau RCM de la police nationale. Non. C'est la police nationale qui a lancé un grand mouvement en France pour expliquer aux hôpitaux, aux sociétés, aux entreprises qu'il fallait se protéger de manière sécurité pour la sécurité informatique, et puis qui demande d'avoir des relais locaux dans différents départements, régions et autres pour le réseau RCM. C'est pour sensibiliser, parce que je crois qu'il y a énormément d'attaques en fait sur les infrastructures, beaucoup plus qu'on ne se l'imagine. On a raconté quand même beaucoup d'histoires. Alors, donc toi, ton métier consiste à étudier les SI, voir si tu peux rentrer dans les SI, si tu peux accéder à l'information. Concrètement, si un hôpital t'appelle, une société t'appelle, tu vas voir si jamais est-ce qu'on peut accéder aux données des patients, si jamais tu peux modifier les informations qui sont chez eux. Comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier-là ? Ça me fait sourire. Alors moi, j'ai grandi avec un ordinateur. Hein. Donc mon premier programme, je l'ai fait, j'avais peut-être 10-11 ans, enfin en CM2, ça je me souviens que c'était en CM2. Donc 77, tu m'as dit, donc c'était donc 88, donc c'est pas le ZX81, c'est un petit peu après. Amstrad CPC 464 à cassette. Une bonne bête ça. Déjà, on s'amusait bien là-dessus, c'était bien ça. Ouais. Et donc voilà, mon premier programme je l'ai fait là. Ensuite, j'ai démonté les PC, j'ai installé Windows pour mon père qui avait monté son cabinet d'expertise comptable. Et l'Amiga ? Ah non, j'ai pas eu. Il a raté l'Amiga, quel dommage. C'était vraiment l'ordi des hackers, ça c'était vraiment le truc des bidouilleurs l'Amiga, c'était génial. Non, j'ai pas du tout eu ça. Et de fil en aiguille, j'ai étudié ça, toujours l'informatique un peu de loin, parce que j'ai pas du tout fait ça comme étude. Moi, j'ai fait des études de chimie organique. Mais à un moment donné, dans ma vie, j'ai décidé de rentrer en Dordogne pour pouvoir travailler en Dordogne. Et donc, j'ai abandonné un peu la chimie. Et je me suis lancé comme graphiste et web designer, webmaster. Et donc, j'ai installé, j'ai programmé en PHP, installé ensuite des Joomla. Donc, j'avais une petite agence de com qui faisait ça. Et il y a 10-12 ans, je me suis fait pirater. Et là, je me suis dit, c'est pas bon, j'avais quand même pas mal de gros clients, donc j'ai dit il faut que je comprenne ce qui s'est passé parce que ça me convenait pas. Je voulais pas risquer que des données soient récupérées par des pirates. Donc j'ai commencé à mettre la main là-dedans en m'y intéressant, et en plus à cette époque-là, il y a 10 ans, c'était quand même beaucoup plus facile que il y a 20 ans quand je faisais mes études. Il y avait quelques infos, enfin c'était le début d'internet, il y avait quelques infos. Moi je m'intéresse au phreaking à cette époque-là. Donc phreaking, c'est comment on téléphone gratuitement. Et en fait, là, il y a 10 ans, il y avait toute l'info dont j'avais besoin. Donc, moi, j'ai mis la main dedans et puis ça n'a pas arrêté. J'ai appris. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de m'installer à Cœur Éthique. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, il faut quand même préciser que ce domaine professionnel, aujourd'hui, c'est une vraie profession. C'est plus n'importe qui vient en disant j'ai trouvé un gadget quelque part, j'appuie sur un bouton magique et je me mets en valeur. Non. Il y a des véritables certifications. Je crois que toi, d'ailleurs, tu as passé ce qu'on appelle l'OSCP. C'est-à-dire que tu peux dire que tu as un certain niveau pour faire quelque chose. Aujourd'hui, le fait de faire des tests de sécurité, de réseau, de hacking informatique est quelque chose, on va pas dire d'homologué, mais de reconnu, de labellisé, qui a une réalité en fait. C'est pas du flan, quoi. Non, c'est pas du tout du flan. C'est juste que en France, on a une bonne dizaine d'années de retard. Les Américains ont compris ça bien avant nous, et du coup, la certification que j'ai passée, c'est une certification américaine qui est valable à l'international, et oui, qui justifie du fait que je suis capable de pirater une machine. Yeah, because you speak English, I believe. Yes, I do. Yeah, I do, because I think you had some studies in England and you have some parents in Asia. Ouais, j'ai appris l'anglais. J'ai passé 3 ans en Angleterre. Faut peut-être qu'on continue. Oui. Moi, ça me dérangera pas. J'ai passé 10 ans expatrié, donc c'est pas un problème. Bon, c'est pour les auditeurs. C'est pour les auditeurs, voilà. Non, mais les auditeurs, il faudra dire que dès que c'est un petit peu technique, de toute façon, il faut parler anglais. Ne serait-ce que le lire. Tu peux pas prétendre avoir une approche technologique un peu pointue si tu ne connais pas au moins la langue étrangère anglaise. C'est impossible. Ah oui, c'est sûr. Moi, toute ma journée, elle est en anglais, en fait. Si bien que quand ma femme rentre, des fois, je lui parle en anglais. Oui. À une époque, je mélangeais le thaï aussi avec, mais bon, de toute façon. Est-ce que le hacking est vraiment, aujourd'hui, professionnellement, lié plus à certaines technologies qu'à d'autres? Alors, le hacking, ça va être surtout sur de l'informatique. Donc on va faire des tests d'intrusion dans un SI, mais pas que, parce qu'il y a aussi du hacking physique où on demande à des gens de rentrer dans l'entreprise. Donc moi dans mon sac là que je vois Mitnick disait que la plus grande faille de sécurité c'était l'humain.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, alors, il y a une grosse part psychologique. Alors, attends, je reviens à ce truc dans mon sac, j'ai un kit de lockpicking, par exemple, parce que dans les CTF, de temps en temps, ben, on va se retrouver à essayer d'ouvrir une serrure. Ça, c'est du hacking physique, ça existe. Moi, je suis pas bon du tout. Tu sais crocheter une serrure? Alors, je sais le faire. Je suis pas très bon là-dedans, mais je sais le faire. Mais il y a des gens dont c'est le métier. Ils font que ça. Ils font l'intrusion physique. Donc, ils vont crocheter des serrures. Ils vont copier des cartes d'accès pour pouvoir rentrer dans un bâtiment. Ils vont faire du tailgating. Donc, je me colle à la personne et comme ça, je peux rentrer sans avoir à badger. Ça, c'est une autre sorte de hacking et c'est un métier à part entière. Oui. Duplication de cartes bleues, duplication de cartes d'entrée avec des appareils. Si tu as 20 ou 30 cm, tu peux arriver à les copier et puis après, tu peux les utiliser pour rentrer. Ouais, tout à fait. J'ai passé ça, ouais. D'accord, parce que là, effectivement, l'audit de sécurité, ce n'est pas que aller sur un clavier depuis une distrib Linux Kali, je suppose, en lançant des outils de scan et autres. C'est aussi voir si on peut carrément rentrer au serveur, quoi, physiquement, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est le cas assez souvent, en fait. À la bibliothèque, chez moi, le serveur, il est dispo. Ouais. Dans une salle qui est ouverte. Et puis si tu as une bonne petite clé USB, tu auras toujours un coin où la mettre pour tout casser. Tout à fait. Moi, je bosse beaucoup avec le Raspberry Pi. J'ai une version de Kali installée dessus. J'ai juste à le brancher et puis c'est parti. Ouais, le Raspberry Pi, c'est une jolie petite bête. J'ai des trucs à vendre d'ailleurs autour du Raspberry pour ceux qui veulent. Là, RLP. Radio libre en Périgord. On a eu une petite discussion informatique, tous les deux. Je suppose qu'en tant que professionnel, tu vas plutôt graviter autour de tout ce qui va être OpenBSD, FreeBSD, Linux, que les choses plus propriétaires. Moi j'ai du Windows. J'ai un Active Directory à la maison, mais c'est un labo pour voir comment je fais pour le hacker. Sinon, c'est une cible. C'est du Kali ou du Debian ou du Ubuntu. Ouais. Debian, Ubuntu. Et pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de la suite Kali Linux là avec les outils qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette suite là? C'est une distribution Linux qui est faite pour les hackers. Il y a la moitié des outils dont on a besoin, ils sont déjà installés dessus. Tout est configuré, il y a un serveur comme il faut. Si on veut, on peut tout faire avec, quoi. Tout est déjà préinstallé, donc il y a pas besoin de passer des heures à réinstaller les outils. Mais après, il y a Parrot OS aussi qui fait à peu près la même chose. Moi, j'ai commencé avec Kali, donc c'est une distribution que j'aime bien, donc je reste avec Kali. Mais Parrot fait la même chose, quoi. Oui, les gens croient qu'il y a un ou deux systèmes d'exploitation, mais non. Moi, j'ai connu QNX qui rentrait sur une disquette et qui offrait un bureau, un navigateur Internet, des jeux sur Amiga 4. Donc il y a plein de exploitations différentes qui existent, il y a aussi de l'embarqué, tout ça et autres. Concrètement, qui sont tes clients aujourd'hui? Il n'y a pas de... c'est entreprise ou association avec un bon parc informatique quand même. Hein. Ou ça peut être, là j'ai eu quelqu'un, il travaille tout seul, mais il a un site internet où il propose des prestations pour les gens qui veulent louer des immeubles en fait. Et donc il a pas mal de clients en France, il avait besoin d'un audit pour savoir comment ça tenait, mais lui il est tout seul. Donc j'ai fait un EHPAD aussi. Il n'y a pas de client type en fait. Je travaille pour n'importe qui a besoin en fait. Et moi j'ai pas de ségrégation. Oui, non, c'était juste pour savoir quel était le client type qui venait te voir, ce qu'il te demandait de faire. Non, j'en ai pas parce que je peux aussi bien faire du web avec un serveur Apache et du PHP qui tourne dessus que un Active Directory. Il y a pas de règle. J'ai fait du Java il y a pas longtemps. Il y a aucune règle. Moi, je suis assez flexible. Je fais pas les voitures, par exemple, mais voilà, le reste, tant que c'est derrière un ordinateur, je peux m'y coller, quoi. Ouais. Ou un jour peut-être, parce que un jour il y aura du JavaScript dans les bus et les voitures au rythme où on va, donc pourquoi pas. Hein. Ah, mais oui, mais il y a déjà les systèmes embarqués. En général, c'est des petits Linux. Mais il y a aussi tout un tas de technologies avec des ondes. Donc ça, moi, je suis pas du tout calé là-dedans. Donc c'est aussi physique, ça. Hein. Il y a des techniques pour piquer des voitures, d'ailleurs. Il y a des techniques assez bluffantes où ils ont des antennes, ils se mettent au bord de la maison en fait, ils relaient la clé en fait, parce que la clé elle émet un signal, la télécommande, là, les cartes en fait, c'est pas des clés, c'est des cartes maintenant pour ouvrir les voitures. Et en fait, on peut relayer le signal à la voiture qui va être 20, 30 mètres, 50 mètres plus loin et ouvrir la voiture comme ça et partir avec. Ouais, j'ai vu, c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on vend des caches de Faraday
pour mettre tes clés de voiture dedans quand tu es chez toi, pour éviter justement que des gens depuis le trottoir te piquent ta voiture. C'est assez répandu en Angleterre, ça. J'ai vu passer ça, ouais. Bon, et dans l'informatique, est-ce qu'il arrive qu'on te demande de faire des choses un peu borderline? Par exemple, j'ai un client qui n'a pas payé, récupère-moi le cours de source, des choses comme ça, c'est des choses que ça peut arriver, ça? Ouais, ça arrive. J'ai 2 cas de figure récents là, dont je peux parler, mais je citerai personne, quoi. J'ai une dame qui m'a appelé parce qu'elle s'est fait. Alors, elle a été sur un site de rencontre et elle s'est fait happer par une autre femme homosexuelle, cette dame-là, et certainement pour lui soutirer de l'argent, mais en fait. Ça n'arrivait pas. Ça a duré 3-4 mois l'histoire. Et en fait, elle m'a appelé pour parce qu'on commençait à rentrer dans le système où la dame tombait malade, ce qui est assez classique. Et donc elle m'appelle pour savoir si je peux connaître qui est derrière un numéro de téléphone, parce qu'elle avait donc, de la vérification d'identité. Voilà. Donc bon, évidemment, je lui ai dit non. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était forcément une arnaque, qu'on pouvait pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît, qui nous donnait pas son nom. Donc voilà, ça c'était drôle. Pour moi c'était drôle, pour la dame c'était beaucoup moins drôle. Et après j'ai un entrepreneur là qui m'a demandé de si je pouvais espionner sa maîtresse. Là j'ai dit non aussi. Ouais, non, là c'est des choses qui sont plus domaine détective privé, là c'est plus de l'intrusion, c'est plus de l'informatique. Si techniquement ça aurait pu. Espionner, mettre un espion dans le téléphone, ça aurait pu. Mais voilà, moi, je fais pas du tout ça. Il faut que les gens règlent leurs problèmes personnels eux-mêmes, quoi. Parce que là, c'est pas en espionnant qu'on va régler le problème. RLP. Radio libre en Périgord. Imaginons que tu as une boîte comme Dassault et autres qui viennent te voir. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil pour vérifier que le récit est sécurisé? Oh, j'en ai tout un tas d'outils. Allez, si on part sur un Active Directory. Un peu de technique là, allez. Je vais décrire un peu déjà moi comment je fais. Parce que l'accès normal d'un pirate, il se fait à 95% via un phishing. Donc soit tu ouvres une pièce jointe qui est pas bonne, soit tu cliques sur un lien qui est pas bon, et via diverses méthodes, ils vont récupérer un accès sur l'ordinateur. Moi, plutôt que faire ça, parce que ça peut se faire, mais c'est plutôt les red teamers qui font ça, donc c'est un niveau au-dessus quand même. J'envoie soit mon Raspberry Pi chez le client, soit moi j'y vais, et je me connecte depuis l'infra du client. Ça se connecte à mon serveur. J'ai un serveur qu'on appelle un serveur C2, Command and Control, qui va me permettre d'être connecté au réseau et de lancer des scans. Donc là, je vais vérifier déjà un peu comment est le réseau, quelles machines sont présentes sur le réseau. Donc à l'aide de Nmap. Nmap, c'est un scanner réseau assez classique, qu'il y a plein de gens qui utilisent, pas que les hackers. Et ça permet de savoir qui est sur le réseau, quels sont les ports ouverts, par exemple, entre autres. Et ça va déjà permettre de voir si on peut faire quelques attaques. Parmi ces attaques-là, il y en a une hyper classique qui marche presque tout le temps. C'est une attaque qu'on appelle man in the middle. Donc c'est l'homme qui est au milieu. Donc c'est comme si on se mettait on écoutait une conversation et puis on relayait la conversation. Là, moi je fais ça avec un outil qui s'appelle Responder. Et en fait, il fait croire qu'il est un serveur. Et donc les ordinateurs vont se connecter à ce serveur. Mais en fait, comme c'est moi, je peux intercepter ce qu'on appelle un hash. Et le hash, c'est le mot de passe qui est chiffré. Et une fois que j'ai ça, je ramène tout à la maison sur l'ordi qui est juste en dessous là, parce qu'il a une très bonne carte graphique, et je vais essayer de craquer le hash. Donc craquer le hash, ça veut dire trouver le mot de passe. Carte graphique, dont beaucoup de GPU, dont beaucoup de puissance de calcul. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est surtout, c'est pas tellement la vitesse, c'est qu'il y a on peut faire énormément de calculs en même temps. Et c'est ce qui fait que ça va très très vite. Non, mais les fermes de Bitcoin et autres utilisent des cartes graphiques qui n'ont pas des processeurs Intel, il faut le savoir, c'est des GPU Nvidia. Donc en fait, tu récupères le hash du SSL du mot de passe et puis tu vas le décrypter. Ouais, alors je vais le craquer parce que c'est pas techniquement on le déchiffre pas. On le craque parce qu'en fait le déchiffrer, ça voudrait dire j'ai une clé, je rentre la clé et ça déchiffre le code. Mais tu sais que le protocole SSL est vérolé, la CIA a une clé pour rentrer dans le code SSL. Tu le sais ça. C'est pas du SSL là que je récupère. Okay. C'est un hash Windows. Alors il s'appelle NetNTLM V1 ou 2.
Et en fait, c'est ce qui permet à Windows d'authentifier les ordinateurs entre eux. D'accord. Et une fois que j'ai récupéré ça, eh ben, je peux le craquer. Et si je le craque, j'ai donc le mot de passe en clair. Ben là, je vais pouvoir très souvent me connecter à n'importe quel domaine si on est sur un Active Directory. N'importe quel ordinateur, pardon. D'accord. Et une fois que je suis dans l'ordinateur, ben après, je vais essayer d'élever mes privilèges. Ça, c'est la faille centrale des trucs Microsoft, hein. C'est une des failles centrales. Il y en a plein d'autres. Mais celle-là, elle est assez grave, ouais, parce qu'en fait, c'est assez facile de se protéger contre ça. Mais par défaut, la façon de se protéger, elle est pas activée. Donc, par défaut, je sais pas, moi peut-être 90% des entreprises que j'ai faites, elles avaient ce problème-là. Donc ça, c'est une des façons de faire. Après, ce que j'aime bien faire, c'est aussi avoir un ordinateur. Donc, je fournis une clé USB. Qui est en fait, qui n'est pas une clé USB, c'est, je l'ai sous la main là, c'est ça. Bon, ça, c'est la version démontée. Mais là-dedans, il y a je sais pas si on voit, mais il y a une petite carte que je peux écrire, et en fait, ça émule un clavier. Donc, en gros, je peux me télécharger une porte d'accès que je vais lancer, qui va se connecter à mon serveur. Et donc après, via ça, j'ai accès directement à la machine. En gros, ça simule un phishing. Moi, j'aime bien le faire auprès des entreprises parce que du coup, on simule un phishing, on simule un attaquant qui est sur le réseau interne avec ce que j'ai dit tout à l'heure, là, mon Raspberry Pi. Et comme ça, je peux très vite monter le niveau de sécurité de l'entreprise. Parce que j'ai fait la plupart des attaques. Parce qu'en fait, une boîte de cybersécurité, en général, elle va proposer plusieurs types de tests d'intrusion. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de les faire tous en même temps, même si je les fais pas tous au maximum. Mais par contre, parce que je fais aussi un test, en fait, je fais un test externe, un test interne, et je fais ce truc-là. Et du coup, ça permet d'élever le niveau de sécurité très rapidement, à moindre coût. Voilà, en gros. Je sais pas, j'espère que j'ai pas été trop technique. RLP. Radio libre en Périgord. Si tu devais conseiller quelque chose aux entreprises, donc entreprise, ça veut dire la personne qui dirige l'entreprise, ça veut dire les gens qui travaillent dans l'entreprise, ça veut dire les techniciens, y compris les développeurs qui sont dans l'entreprise. Quelques bonnes habitudes à prendre maintenant tout de suite pour faire les choses mieux. Alors ouais, c'est assez compliqué. Moi, je trouve que l'essentiel aujourd'hui, vu la complexité des infras, je trouve qu'il faut faire un audit. C'est la première chose qu'on doit faire. Et après, via l'audit, nous, on va mettre des recommandations. Je dis nous, hacker éthique ou pentester, on met des recommandations et on explique ces recommandations. Donc là, l'idée, c'est que les gens qui sont en charge de l'informatique, ils vont monter leur niveau de compétence en lisant le rapport qu'on a fourni. Parce que il y a pas de solution hyper miracle, hein. Mais sinon, si j'avais pour les utilisateurs, le mot de passe, c'est vraiment primordial. Il faut que le mot de passe soit super compliqué parce que un mot de passe évolué, déjà, c'est une recommandation importante. Ouais, et ça, je pense que si j'en avais qu'une à faire, ça serait celle-là, parce que il y a tout le temps un mot de passe qui leak quelque part, même s'il est complexe. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai trouvé un mot de passe dans un serveur qui était mal configuré. Oui, mais ne pas mettre le mot de passe sur un post-it quelque part, accessible à tout le monde, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Chiffrer tous les portables, par exemple, ça aussi, c'est une action qui est facile à faire. Mais moi, par exemple, si je récupère un portable, même s'il est éteint, je peux rentrer dedans. Ah ouais. Ne serait-ce qu'en, s'il n'est pas chiffré, il suffit juste de sortir le disque dur et puis on a accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comment je fais pour chiffrer mon iPhone ? Ah oui, non, je parlais de l'ordinateur portable, tout à fait, oui, ok. Oui. Oui, alors là, effectivement, pour l'ordinateur en tant que lui-même, déjà, ne pas avoir les droits administrateurs root par défaut. Ça, c'est quelque chose que personne n'y pense et pourtant c'est tellement important, tellement crucial. Donc c'est bien d'avoir une gestion d'utilisateur. On ne se log pas en tant que root, on ne se log pas en tant qu'administrateur. Surtout chez les trucs Microsoft, hein, parce que par défaut c'est comme ça, hein, tu as tous les droits. Donc c'est bien de faire un utilisateur un peu réduit. Ça c'est important. Et si on le peut, faire de l'encryption de disque dur. Ça c'est intéressant aussi. Ouais, et c'est vrai que souvent par défaut, souvent les administrateurs système, ils laissent l'administrateur local de Windows sur la bécane. Et souvent, l'utilisateur, le salarié, il a accès à l'admin local. Et ça, c'est aussi très très grave, parce que c'est ultra simple d'élever ses privilèges en tant qu'admin local. Et une fois qu'on est admin local, on peut tout faire. Et puis c'est pas forcément de sa faute. Il va lancer un programme qui lui aura les droits que lui a, et c'est là qu'il casse. Voilà. Oui, par exemple, ouais. Faire les mises à jour.
Ah oui, les mises à jour, oui, ça c'est obligatoire. Alors j'y pensais même pas, mais en fait j'ai une personne là il y a pas longtemps qui me dit moi les mises à jour je les fais que tous les 2 mois ou tous les 3 mois parce que et c'est long chez Microsoft et c'est vrai que c'est long chez Microsoft. Mais je lui dis non, il faut le faire parce qu'en fait il y a des 0D tous les jours. Patch Tuesday là la semaine dernière il y avait 6 alors Patch Tuesday c'est la mise à jour de Windows tous les mardis. Ils font une mise à jour. Il y avait 6 vulnérabilités avec je crois que c'était 6 0D dessus. Donc, ça, il faut le patcher dès qu'on peut, quoi. Et ça, c'est la vulnérabilité connue. C'est-à-dire que si on patch une vulnérabilité, ça veut dire qu'elle était là avant. Et quand on la patch, c'est pareil sur WordPress et les autres trucs. Hein. On voit des bugs qui arrivent, on voit les failles de sécurité qui sont corrigées. Mais le patch arrive, ça veut dire qu'elles étaient là avant. Oui, bien sûr. Elles ont été juste repérées, en fait. C'est ça. Par, en général, une équipe qui travaille chez un éditeur d'antivirus. Ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui exploite telle faille. Ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, après, ils vont la renvoyer à Microsoft. T'es capable d'analyser un logiciel, un code source? Ouais, j'aime pas ça, mais je suis capable. Ça s'appelle du reverse engineering. Et ouais, moi j'ai quelques outils pour faire ça. Je suis pas très bon là-dedans. C'est autre chose. Ça, c'est pour décompiler et refaire les sources par rapport à un truc compilé. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, mais du coup, tu vois le code source et tu peux l'analyser. Oui. Et souvent, on va s'en servir pour récupérer un mot de passe parce qu'il a été chiffré via telle fonction et en fait, on a besoin de la fonction à l'intérieur. Donc, on va décompiler pour... c'est un base en code 64 généralement. D'ailleurs, ils font tous pareil. Ouais, alors ça si c'est ça, on n'a pas besoin de décompiler. Hein. T'avais vu, toi, le source de Windows XP qui avait leaké en 2004 ou 2003? Alors j'ai vu passer ça, mais je m'y suis pas du tout intéressé. En ce moment, je m'intéresse un peu plus au noyau Windows là pour essayer de passer outre les EDR. C'est le même. Pardon ? C'est le même, ils l'ont pas changé. Le code de Windows XP qui est sorti en 2004, ils ont rajouté des couches dessus. Ils l'ont pas réécrit. Ah oui. Donc tu as tous les accès qui sont dedans. Non, mais oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Ils rajoutent des couches et des couches et des couches. Ils sont en train de réécrire en ce moment là Windows 11. Ils réécrivent le noyau en Rust. Mais tu vois, ils auront mis longtemps. Ils auront mis quasiment 20 ans. Ben oui. Oui. Ouais, mais ça c'est le problème des éditeurs qui gagnent de l'argent avec leur logiciel. Hein. Enfin, moi je leur jette pas la pierre, hein, mais ils ont une contrainte de gagner de l'argent, donc il faut faire du code qui soit efficace et pas cher. Donc le code il est souvent pas fiable. Bah, si je travaillais comme ça, moi, ça fait longtemps que j'aurais plus de clients. Bon. RLP. Radio libre en Périgord. Toi, à titre personnel, tu travailles sur quoi sur ton ordinateur? Qu'est-ce que tu as installé comme ça d'exploitation? J'ai un Kali Linux. Voilà. Enfin, alors, j'ai une Kali. Là, c'est avec. Je te parle via une Kali. J'ai un deuxième système qui est une Debian. Mes serveurs là, ceux de la maison, c'est tous du Ubuntu parce que j'ai un Nextcloud et un OpenMediaVault. Et voilà. Et après, j'ai un Windows pour les trucs que je peux vraiment pas faire sur Linux. Ouais, quand tu fais un pot de miel ou alors un site d'attaque ou alors effectivement un programme très grand public qui est pas distribué sur Linux. Ouais. Oui, moi je bossais avec Photoshop, Illustrator, InDesign. Et du coup, ça c'est compliqué quand même. Linux, ça reste difficile. GIMP, c'est bien. Ouais, non, mais surtout pour la partie InDesign en fait. Moi, j'ai jamais trouvé d'équivalent. Inkscape. Efficace. Inkscape, c'est plutôt pour la partie Illustrator. Illustrator, tu as raison, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Oui. Non, il y avait Scribus, mais franchement, ça marche pas aussi bien qu'InDesign. Non, et puis on va être honnête, hein, Adobe rajoute des trucs d'intelligence artificielle, des outils, des trucs sympas, flashy, très sexy, alors que nos machins Linux, ils sont très orientés pro, ils sont très dépouillés, ils sont orientés efficacité, plus que ludique. Est-ce que c'est vrai que Apple est un peu plus sécurisé que Microsoft? Qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, de base, c'est vrai, Apple, le noyau, c'est Unix, donc le même noyau que... C'est un Linux, je crois d'ailleurs, hein, au départ. Bah, c'est un noyau Unix, ouais, donc c'est on va dire la même marmite qui a servi à faire les Mac que les Linux, donc en tout cas les mêmes principes de base, donc sur les droits utilisateurs, etc. C'est plus solide, c'est sûr. Mais on peut passer quand même parce que il y a encore parfois des réseaux Apple avec ils ont une suite de commerce, hein, notamment avec gestion de carte bleue, base de données, gestion des clients, poste de paiement, station poste et autres. En technologie Apple, c'est safe ça ou c'est un gruyère comme les autres? Alors moi je dirais que c'est un peu plus safe que Microsoft. Mais il y a toujours des failles. Moi, je suis pas du tout spécialisé Mac, mais je sais qu'il y a des gars qui font que ça et
passe quand même. Hein. Le Chaos Computer Club en Allemagne existe toujours? Je ne sais pas du tout. J'avais des potes là-bas. Il y a des clubs de hackers aujourd'hui? Ouais, alors moi, je vais beaucoup sur Hack the Box. Alors c'est même plus qu'un club maintenant parce c'est un endroit où on peut s'entraîner à pirater des box ou des ordinateurs. Chaque semaine, il y a une nouvelle box et on va s'entraîner là-dessus. Ils ont développé là depuis quelques années maintenant Academy qui permet où il y a des cours en fait. Du coup, on peut suivre ces cours-là et s'entraîner sur les box correspondantes pour progresser en la matière. Donc ça, moi, c'est ma plateforme préférée. Après, on va avoir Try Hack Me qui est un peu la même chose, mais le design est un peu moins joli, moi je trouve. Mais c'est quand même hyper efficace. Enfin, il y a tout ce qu'on veut là-dessus. Cocorico, nous, on a RootMe sur laquelle je vais de temps en temps. Donc ça, c'est pareil. C'est un endroit où on peut pirater des box. Après, avec les copains, on se retrouve dans des CTF. Donc un CTF, c'est un Capture the Flag. C'est une compétition dans laquelle il faut pirater une box. Et pour valider la box, il faut que tu donnes un flag. Et le flag, c'est juste un... C'est le Quake des hackers. Ouais, c'est ça. Et voilà, après on se retrouve sur Discord, il y a plein de canaux différents. Alors IRC, moi je l'ai plus, mais Discord, c'est la plateforme où on va se retrouver beaucoup, quoi. Il n'y a plus d'IRC? On était sur Internet et ce genre de choses là. Si, ça existe toujours, mais je crois que Discord prend quand même beaucoup le relais. Ouais, ça serait un mouvement de population qui... ouais. Ah bah tous les jeunes, et moi je suis un jeune hacker, mais je fais partie des vieux. Oui, mais ça, tu vois, c'est une légende parce que on parlait à l'époque de l'informaticien qui était censé être très très jeune, c'est parce que les choses étaient nouvelles. Elles étaient très nouvelles, donc les jeunes étaient dessus. Mais ces jeunes d'il y a 20 ou 30 ans, ils ont grandi, et c'est pas pour autant qu'ils savent plus rien faire, tu vois, donc... Non, ça je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai croisé des gens de 55-60 balais, les mecs en C++ et autres, faut les prendre, hein, c'est pas... Attention, ouais. Wow. Non, mais je disais pas ça pour... Oui, pour ça. Moi j'en profite, je défends ma petite bannière aussi, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'étudier le hacking, ça n'existait pas à notre époque. J'ai l'air d'un vieux con là, mais c'est vrai. Et en fait, du coup, maintenant, il y a des écoles qui commencent à exister en France sur le net. Et du coup, la communauté de hackers, elle grandit énormément depuis quelques années. Et c'est vrai que quand tu vas dans les compètes, oui, alors t'en as quelques-uns avec des cheveux blancs, hein, mais la grosse majorité, c'est du jeune, très jeune. Hein. Alors ça, c'est normal. C'est parce que les mecs, ils sont, comme nous à l'époque, hein, ils sont en fac de maths ou en école d'ingénieur. Ça, ce sont les descendants spirituels des démo makers. Des mecs qui faisaient à l'époque de la démo, qui essaient de faire passer des programmes de 3D de musique dans les 640 kilos là de Microsoft à l'époque. C'était des concours de prog qu'on avait nous. Moi j'étais le musicien des démo makers, je faisais du fast tracker, ce genre de choses et autres. Aujourd'hui, si tu veux, ça n'existe plus tellement la démo parce que faire des tunnels en 3D maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. Les 640 kilos, on s'en moque. Mais les concours de prog maintenant sont orientés ça. Et ce sont effectivement des petits jeunes qui sont en école d'ingé, qui sont... ça c'est normal, ça c'est générationnel ça. Oui, mais du coup je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de jeunes que des gens de mon âge. Moi j'ai 46 ans, parce qu'il fallait vraiment chercher l'info pour pouvoir faire ce métier. Oui, mais le truc de se prendre la tête et de faire les concours de prog, c'est un truc que tu fais à 20-25 balais, tu vois. Après, t'es dans une autre logique. Tu es dans une logique plus professionnelle, tu fais des choses de manière autre, différemment. Oh, il y en a encore qui viennent sur les je peux comprendre, ouais. RLP. Radio libre en Périgord. Est-ce que tu as un avis sur le marché, les évolutions à venir? Dans quelle direction on va? Est-ce que l'IA va tout résoudre ou tout compliquer? Est-ce qu'il y aura encore de la place pour l'humain dans la technologie dans les années qui viennent? De ta position, ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me pose pas mal de questions sur le cloud, parce que vu ce qui se trame politiquement sur la souveraineté numérique, je pense que soit Microsoft et Google vont devoir s'adapter très fort, ce qu'ils sont déjà en train de faire grâce à l'RGPD, soit il y a beaucoup de gens qui vont revenir au on-premise, donc les serveurs à la maison. Moi, par exemple, j'ai très peu de serveurs dans le cloud, j'en ai 2-3 et ils sont chez OVH. Mais ça, pour moi, ça va être une des grandes questions, la souveraineté numérique. Pour ce qui est de sachant qu'il y a des trous et des fuites régulièrement, mais qui sont massives. Il faut le savoir quand même. Hein. Une fois tous les 2-3 ans, tout saute. Oui. Puis le cloud, c'est les données, on ne sait pas où elles vont. Surtout si elles vont chez Google, on peut être à peu près sûr qu'elles vont récupérer les infos qui sont dessus. Amazon a essayé de rendre possible le chiffrement des disques chez eux pour qu'on soit sûr que nos données ne soient pas exploitables chez eux. Mais si c'est eux qui chiffrent...
ils ont aussi la clé pour déchiffrer. Donc bon, ça je sais pas trop. Non mais ça faut oublier, hein. Même ProtonMail en Suisse a dû donner des informations suite à une requête judiciaire. Donc même eux en Suisse, chez ProtonMail, je dis bien ProtonMail, si jamais l'administration judiciaire vienne, eh ben finalement tes emails ils les ont. Ils peuvent les communiquer. Donc ça, il faut oublier, hein, la confidentialité. Mieux avoir le serveur chez soi. Oui. Mais oui, tout à fait. Et puis de toute façon, en sécurité, ça on l'apprend. Hein. Le serveur, il est mieux chez toi. L'information, elle est mieux dans un coffre et elle est encore mieux dans ta tête. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et non, en plus avec toutes les SBC, les single board computers, donc Raspberry Pi, etc., Banana Pi, tout ça, avoir un serveur chez soi ou même en entreprise, hein, ça revient plus si cher. Donc l'idée du cloud, c'était qu'on pouvait déporter notre infra pour des raisons de coût, mais avec l'avenue de ces petits ordinateurs là, je pense qu'il y a une tendance qui va, ou en tout cas, ça va être entre les deux. Donc toi, tu vois carrément une tendance vers un retour au client-serveur quelque part. Ouais, mais on-premise, ouais. Bah oui, parce que le client-serveur, c'était ça, hein. On avait un serveur dans l'usine et puis il y avait des postes autour avec des bases de données qui facturaient au nombre d'ordinateurs connectés. Le web est arrivé, client-serveur est arrivé 3/4, enfin est arrivé client-serveur Internet, donc un serveur au milieu et le monde entier autour. Et là, effectivement, certaines personnes, maintenant, pour des raisons de propriété intellectuelle et de confidentialité, reviennent à un intranet local et en mettant leurs données chez eux. Ouais. Oui, ça, je pense on va être vraiment entre les deux et voir rapatrier quelques. Alors, c'est dans les 10 prochaines années, hein, parce que là, les gens sont encore en train de tout mettre sur le cloud, Azure, etc. Donc, il y a encore de la place pour le sur-mesure. Ouais, je pense, ouais. Et sur l'intelligence artificielle, alors oui, ça va détruire des emplois, ça c'est sûr. Moi, je m'en sers tous les jours. Hein, pour différentes tâches, mais quand il s'agit de générer du texte, parce que moi j'aime pas faire ça, générer un mail, générer un texte pour de la communication, etc., c'est hyper efficace. Ensuite, est-ce que ça va tout tuer? Non. Alors déjà, de point de vue de mon métier, je pense pas, parce qu'il suffira juste on va transiter en fait. Au lieu de trouver des failles dans Microsoft, on va aller les chercher dans l'intelligence artificielle, dans le moteur. Ça va être ça notre nouveau boulot. Je sais pas trop, hein, c'est difficile à dire, mais je pense que ça va éclater plein de métiers, mais ça va en créer aussi plein d'autres. Parce qu'il va falloir des gens pour bosser là-dedans dans tous les cas. Tu sais que tu as ChatGPT et les autres qui se sont bridés, on va dire, de manière presque volontaire pour ne pas attaquer trop de métiers. On va dire, tu essaieras de demander un thème astrologique à ChatGPT, tu verras qu'il est bridé. Pour pas casser les astrologues, hein. C'est que Google, pareil, limite beaucoup de fonctionnalités parce qu'ils veulent pas attaquer trop l'économie. Mais aujourd'hui, tu peux, si tu as de la puissance de calcul et de l'espace disque, te faire un modèle en local. Bon, il faut 2 Tera, 3 Tera d'espace. Tu mets c'est Chrysoft, tu en as plusieurs comme ça, tu les éduques, tu les formes sur ton ordinateur en local. Bientôt, les tests d'intrusion, tu vas dire à ton assistant local de les faire lui-même. Ouais, alors bientôt, je sais pas encore quand ça va être. Mais il y en aura bien un qui va y penser, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais il y a déjà, on automatise déjà beaucoup de tout ce qu'on peut. Pour moi, ça, c'est pas encore pour aujourd'hui. Parce qu'il y a des failles, en fait, que l'intelligence artificielle, elle pourra pas trouver. Parce que ça demande beaucoup d'imagination. Et cette imagination-là, elle est humaine. C'est pas un processus automatisable. Il y a tout un tas de choses qui... Non, l'IA ne crée pas. Elle a une mémoire quasiment illimitée, elle fait des itérations, mais elle n'imagine pas. Ouais, c'est ça. Donc quand il va falloir... Là, les mecs qui sont très bons, je pense... on a 2 très bons, là, par exemple, chez nous, là, Ronnie Carta, petit génie, hein, parce qu'il s'est fait embaucher chez Mano Mano, il avait 18 ans. Et Brice Augra, par exemple, ils ont remonté des vulnes, là, qui demandent l'exploitation de plusieurs failles différentes, en fait. Quand tu les combines, ces 3-là, je sais pas combien il y en avait, mais tu peux arriver à la faille ultime qui est pour nous la RCE. RCE, c'est Remote Code Execution, c'est quand tu arrives à exécuter du code sur l'ordinateur que tu as envie de pirater. Et c'est ce genre de failles-là, je crois pas qu'aujourd'hui, une IA soit capable de les exploiter. Ça va certainement venir, hein, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai le temps d'aller à la retraite, je crois. RLP. Radio libre en Périgord. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Si les gens veulent te joindre, comment ils font? Alors sur LinkedIn, c'est pas mal. Sinon, j'ai un site internet, un formulaire de contact, fredtep.com. fredtep.com. Ouais. Je mettrai la carte dans des petites images, des petites captures dans l'article. Puis c'est une jolie page LinkedIn et puis il y a un site internet avec
Un œil entrouvert et un œil bien grand, qui est bien fait, c'est très visuel. Hein. Ça sert à ça un site web, donner une impression visuelle et en forme de contact, ça sert. Hein. C'est mon passé de graphiste. Oui, mais il remplit très bien son rôle. Ok. Merci de nous avoir consacré ces 45 minutes. Je sais que tu es très pris, c'est très gentil à toi. Et puis à bientôt. Merci à toi. À très bientôt. RLP. Radio libre en Périgord.